Bonjour, nous allons vous présenter maintenant les actualités de pharmacovigilance qui se sont déroulées au cours de l'année 2020 et de la fin de l'année 2019. Elles vous seront présentées par Flora Charbonneau et moi-même, Julien Morani. Cette présentation a été élaborée sans conflit d'intérêt pour les deux intervenants. Nous allons commencer par les médicaments et la grossesse. Le mycophénolate est un immunosuppresseur avec des risques de malformations congénitales connus. C'est pourquoi il est contre-indiqué pendant la grossesse et pour les femmes en âge de procréer sans contraception, mais aussi pendant l'allaitement. L'étude EPIPHAR en France de 2010 à 2017 montre en moyenne 50 cas de grossesse exposés par an, ce qui représente 12% de nouveau-nés avec des malformations. C'est pourquoi il est important de faire un rappel des recommandations d'utilisation du mycophénolate. Un test de grossesse devra être fait à l'initiation du traitement et devra être négatif. Il faudra mettre en place une contraception pendant l'utilisation du mycophénolate et jusqu'à 6 semaines après l'arrêt du traitement. Et aussi, un formulaire d'accord devra être signé avec la patiente. Ensuite, le valproate est aussi un médicament à risque de malformation congénitale dans environ 10% et aussi un médicament à risque de troubles du développement dans 30 à 40% des cas. C'est pourquoi il est aussi contre-indiqué pendant la grossesse et pour les femmes en âge de procréer sans contraception. L'étude EPIPHAR en France de 2013 à 2019 montre une nette diminution des femmes exposées au valproate pendant la grossesse avec une diminution de 80%. L'ANSM a créé une page internet dédiée à l'information et aux conseils personnalisés pour les femmes traitées par valproate. Vous trouverez le lien en bas de la diapo. L'ondansetron, Zofren ou c'est générique, est un antiémétique utilisé dans le traitement des vomissements chimio-induits pour le traitement des cancers. Une réévaluation européenne sur les bases de données de pharmacovigilance et dans la littérature a montré un surrisque d'apparition de malformations du visage, notamment fente palatine, lors d'une utilisation au premier trimestre de la grossesse, avec une augmentation de l'ordre de 3 cas pour 10 000 femmes traitées. Ainsi, une modification du résumé des caractéristiques du produit et de la notice a été effectuée, avec l'ajout de la mention d'une absence d'utilisation pour l'ondansetron et pour les femmes en âge de procréer, la nécessité d'une contraception efficace pendant ce traitement. Nous allons maintenant vous parler du Nexplanon, qui est un implant contraceptif pour usage sous-cutané. Il y a eu de nombreuses déclarations de cas avec des lésions neurovasculaires et des migrations de l'implant, notamment dans l'artère pulmonaire, liées à une insertion incorrecte et trop profonde de l'implant. Il y a eu des mises à jour des instructions de pose. Tout d'abord, la réalisation de l'insertion et du retrait doit être fait par un professionnel de santé ayant reçu une formation pratique en présentiel. Pour la modification des recommandations, le bras doit être positionné sous la tête de la patiente. Le site d'insertion doit se faire en sous-cutané et vous trouverez des précisions sur le schéma que l'on peut avoir dans le RCP. Un contrôle par le professionnel de santé doit être fait 3 mois après la pose et la patiente doit être sensibilisée à un autocontrôle par effleurement 1 à 2 fois par mois. Si l'implant est non palpable, il faut le rechercher et le retirer. L'ulipristal, dans la spécialité ESMIA, est un progestatif utilisé dans le traitement des fibromes utérins. Depuis 2017, une réévaluation européenne est en cours suite à l'apparition de cas d'atteinte hépatique grave, avec dans certaines situations la nécessité d'une transplantation hépatique. En 2018, l'ANSM avait informé les professionnels de santé en préconisant un suivi attentif de la fonction hépatique lors de ce traitement. En septembre 2020, devant l'apparition de nouveaux cas d'atteinte hépatique, une suspension de l'AMM a été décidée en vue d'un retrait définitif à la fin de l'évaluation européenne. À noter que l'ulipristal est également présent dans la spécialité ELAONE, contraception d'urgence en prise unique. À ce jour, aucun cas n'a été signalé avec cette spécialité, les atteintes hépatiques étant seulement associées à une prise prolongée.
Le Montelukast retrouvé dans la spécialité singulaire et c'est générique est un anti-asthmatique qui a parmi ses effets indésirables des troubles neuropsychiatriques. Cependant, le lien est rarement ou tardivement fait entre ces troubles et la prise de ce médicament. Cela cause un retard de prise en charge et un retard de réévaluation du traitement. Dans ce contexte, l'ANSM rappelle aux professionnels de santé à être attentifs quant à la survenue de troubles neuropsychiatriques tels que des rêves anormaux, des troubles de l'attention ou désorientation, en cas de prise de Montelukast, et à réévaluer l'intérêt du traitement au besoin. Le méthotrexate est indiqué dans certains cancers avec des schémas posologiques variables, mais aussi dans certaines maladies inflammatoires avec un schéma posologique de une prise hebdomadaire avec de nombreuses communications à ce sujet. Cependant, il y a encore des erreurs d'administration avec une prise par jour au lieu de une prise par semaine, causant des effets indésirables graves, parfois fatals, malgré le fait que cette erreur médicamenteuse soit un ever events. L'ANSM a informé tous les professionnels de santé impliqués dans la prescription, la dispensation ou l'administration de 3 points importants. Il faut expliquer clairement aux patients et ou à l'aidant que la prise est hebdomadaire et de choisir en concertation le jour de la semaine où le patient doit prendre le traitement. À chaque nouvelle prescription ou dispensation, il faut vérifier que le patient ne prend bien qu'une fois par semaine le méthotrexate et non tous les jours. Et dernièrement, il est important d'informer des signes de surdosage. La dihydropyrimidine déshydrogénase est une enzyme majeure du métabolisme des fluoropyrimidines, en particulier le 5-fluorouracile et la capecitabine, utilisés dans le traitement de nombreux cancers. En cas de déficit de cette enzyme, un risque de toxicité sévère apparaît lié au surdosage en molécules mères. Ce déficit concerne entre 0,05 et 0,1% de la population pour un déficit complet et entre 3 et 8% pour un déficit partiel. Depuis 2018, en France, des recommandations ont été mises en place afin de faire une recherche de ce déficit par mesure de l'uracilémie et depuis 2020, par décision européenne, cette recherche est devenue obligatoire avant tout traitement par dérivé des fluoropyrimidines. En cas de déficit complet, les fluoropyrimidines sont contre-indiquées. En cas de déficit partiel, un ajustement de la dose doit être réalisé. Depuis une dizaine d'années, le baclofène est utilisé et recherché dans le traitement de l'alcoolodépendance avec, en 2014, l'ouverture d'une recommandation temporaire d'utilisation dans cette indication. En octobre 2018, une AMM a été octroyée pour la spécialité Baclocure, exactement dans le traitement de l'alcoolodépendance à une posologie maximum de 80 mg par jour en raison de risques toxiques importants à des posologies supérieures. Le 15 juin 2020, Baclocure devait être commercialisé et la RTU se terminait, RTU qui concernait les autres spécialités de baclofène dans l'alcoolodépendance. Le 17 juin, le tribunal administratif, saisi en référé par des associations de patients, a suspendu l'AMM de Baclocure et réinstauré la RTU, les arguments étant que la dose de 80 mg par jour était insuffisante au contrôle de l'alcoolodépendance. L'ANSM s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État pour faire annuler cette décision. Affaire à suivre. L'ANSM a mis à jour le RCP du lévétiracétam vis-à-vis d'un risque d'allongement de l'intervalle QT. Les précautions d'emploi sont à prendre chez les patients présentant un allongement de l'intervalle QT avec des médicaments connus pour prolonger cet intervalle et des pathologies cardiaques à risque ou de perturbations électrolytiques. L'ANSM rappelle des précautions concernant les produits de contraste à visée diagnostique et les réactions d'hypersensibilité immédiate. Il est important d'identifier les patients à risque, de maintenir une surveillance médicale pendant et 30 minutes après l'utilisation de ces produits de contraste et s'il y a réaction d'hypersensibilité, il est important de réaliser un bilan allergologique.
Les précautions d'utilisation du tofacitinib avec un risque augmenté de maladies thromboemboliques veineuses et du risque d'infection grave sont à prendre. Depuis 2019, l'alemtuzumab a fait l'objet de plusieurs restrictions d'indication, de contre-indications supplémentaires et de mesures de réduction du risque dans les suites de signalements de réactions immunitaires et cardiovasculaires graves. En février 2020, le laboratoire a décidé l'arrêt de sa commercialisation. Une nouvelle information faite par l'ANSM concernant les risques bien connus des vasoconstricteurs, montrant une persistance des effets indésirables graves et rares, type infarctus du myocarde et AVC, et persistance de mésusages importants. Pour cela, l'ANSM propose des documents d'information et d'aide à la dispensation. Le paracétamol, les AINS ou l'alpha-amylase ne sont plus en libre accès depuis janvier 2020 dans les pharmacies d'officine, mais accessibles uniquement sur demande aux pharmaciens. La dernière analyse de pharmacovigilance vis-à-vis des médicaments à base de lévothyroxine présente des résultats avec de très fortes diminutions des notifications, avec des symptômes de nature et de distribution superposables à ceux décrits lors de l'enquête précédente. Un rappel de lot a été fait concernant 2 anneaux vaginaux contraceptifs suite à un défaut qualité avec une rupture de l'anneau. Il est rappelé que si l'anneau reste en dehors du vagin plus de 3 heures consécutives, il y a une perte de l'efficacité contraceptive. Dans les suites de la commercialisation de l'ifosfamide EG, il est apparu que des effets indésirables graves de type encéphalopathie survenaient plus souvent lors de traitements par ce médicament, disponible en solution, qu'avec l'ifosfamide utilisé précédemment, disponible en poudre. Une réévaluation européenne a alors été demandée par l'ANSM fin 2019, et dans les suites, les laboratoires EG avaient suspendu la commercialisation de leur spécialité. Ils prévoyaient toutefois de la reprendre en fin d'année, ce qui a conduit l'ANSM à suspendre l'AMM de ce médicament en août 2020. En juin 2017, une nouvelle spécialité Aldol 100 ml avec seringue graduée en milligrammes a été mise à disposition pour les établissements hospitaliers. Elle arrive en plus de la présentation existante en flacon-gouttes qui était disponible en ville et à l'hôpital. Très rapidement, des signalements d'erreurs médicamenteuses par confusion entre milligrammes et gouttes sont revenus et sont remontés au niveau de l'ANSM, ce qui a conduit à une information en juillet 2017. En 2020, il persiste toujours des erreurs médicamenteuses de ce type, ce qui a conduit à une décision de retrait de cette forme seringue graduée en mars 2020. Nous vous remercions de votre attention.